Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, la Gazette des communes, ce sont des formations en inter, des formations en intra, des classes virtuelles, du e-learning sur un certain nombre de domaines que vous pouvez voir listés ici. Et c'est aussi, depuis 2 ans maintenant, une plateforme dédiée à la formation des élus locaux qui s'appelle eluacademy.fr. Donc, je vous laisserai aller regarder sur cette plateforme comment ça se présente, mais c'est une solution de e-learning qui permet une formation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc vraiment adaptée au rythme de vie d'un élu. Et puis, avec un accès illimité à tous les contenus disponibles dès la première connexion. Donc, un socle de formation sur les fondamentaux, des formations plus spécialisées en économie, en éducation, en urbanisme, et puis une validation systématique des compétences acquises au fil de l'eau. Mais c'est aussi, sujet qui va nous intéresser ce matin, un parcours de formation e-learning, repenser les politiques publiques locales avec le numérique. Et c'est donc Gilles Babinet qui est à l'initiative de ce parcours, qui va vous permettre de comprendre et de saisir les opportunités du digital pour votre collectivité. Et il intervient donc lui-même sur un certain nombre de ces modules, mais il est également entouré de 17 experts du numérique qui vous apportent leurs connaissances et leurs compétences sur le sujet. Donc, nous nous intéressons ce matin aux problèmes, mais aussi, nous l'espérons, aux solutions de la cybersécurité dans les collectivités. En effet, et Gilles et Thibault qui nous accompagnent vont vous en reparler, 30% des collectivités territoriales déclaraient avoir subi une cyberattaque en 2020. Et le risque cyber est de plus en plus un enjeu pour les collectivités qui se tournent vers le numérique pour leur activité au quotidien lorsque c'est possible. Et la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ce phénomène avec la mise en place du télétravail notamment, et donc la digitalisation qui va avec, augmentant par là même la vulnérabilité des collectivités. Donc, pour en parler, je vous le disais, nous sommes avec Gilles Babinet, qui est coprésident du Conseil national du numérique et qui est Digital Champion auprès de la Commission européenne, où il représente les intérêts du numérique français. Et il est accompagné de Thibault Quéclin, qui est CTO de CrowdSec, qui est une entreprise spécialisée en cybersécurité. Donc, je vais leur laisser la parole pour cet exposé. N'hésitez pas tout au long de leur intervention à poser vos questions via le petit point d'interrogation que vous devez avoir à disposition dans le module GoToWebinar et je leur relayerai à la fin de leur intervention. Messieurs, je vous laisse la parole. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Gazette des communes d'organiser ce webinaire. Merci Thibault de te joindre à nous comme grand expert. Et puis merci à nos auditeurs évidemment d'être présents sur ce débat qui est d'une part évidemment passionnant mais aussi tout à fait d'actualité puisque on a récemment eu un certain nombre d'événements qui ont défrayé la chronique. Le gouvernement d'ailleurs souhaite on ne sait pas encore de quel gouvernement il s'agit d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une volonté politique forte de traiter ce sujet au plus haut niveau et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient désormais sensibilisés aux enjeux de cybersécurité. Je rappelle que tout cela s'inscrit dans un contexte où il y a eu de très très nombreuses attaques, en particulier sur les acteurs publics, et qui ont parfois eu des conséquences assez graves. Alors, on va en parler, on a un peu de temps pour discuter de tout ça. Je vais vous donner quelques exemples connus d'ailleurs. On a beaucoup entendu parler du fait que les hôpitaux étaient particulièrement ciblés par les hackers, avec des cas qui ont été très emblématiques. Je pense par exemple au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, qui a été victime d'un rançon logiciel. Donc c'est généralement à des fins de demander des montants financiers qui sont souvent transactionnés à base de crypto-monnaies pour limiter la traçabilité. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble des services informatiques
mais aussi la messagerie, la téléphonie, c'est-à-dire les systèmes de téléphone internes à l'hôpital se sont arrêtés de fonctionner. On a identifié le logiciel qui s'appelle Ryuk, cet hôpital qui a plusieurs sites, qui est sur 3 sites différents, s'est retrouvé incapable d'opérer, et au sens propre du terme, puisque à partir du 16 février, ils ont reporté toutes les opérations chirurgicales. Même chose pour un certain nombre d'autres services qui ne pouvaient plus prendre de rendez-vous, qui ne pouvaient plus faire de dispatch des gens qui rentraient dans le service d'urgence. La seule chose qui a continué de fonctionner, c'était le centre de vaccination anti-Covid, qui est une sorte de workflow un petit peu autonome à cet égard. Ça a été, je dirais, très emblématique, mais on a eu d'autres dans les mêmes périodes. On a eu Amiens, on a eu d'autres CHU qui ont été également touchés, probablement d'ailleurs dans un grand nombre de cas par la même équipe, même si on n'a pas pu le démontrer, puisque les modes opératoires étaient quand même assez semblables. On a aussi eu des autorités administratives territoriales. On a eu par exemple la métropole d'Angers, qui a été victime d'un rançon logiciel. Et exactement aux mêmes périodes, puisque c'était un mois plus tôt, c'était le 16 janvier 2021. La ville a été affectée, la bibliothèque municipale, les sites internet se sont rendus indisponibles. Le backup qu'avait fait, la sauvegarde qu'avait fait la ville s'est avéré trop vieux, imparfait, incomplet. Et donc, le dysfonctionnement s'est prolongé sur presque 2 semaines, le principal du dysfonctionnement sur 3-4 jours. Et la particularité, c'est que les réseaux sociaux, le compte Twitter, le compte Facebook, ont aussi été atteints, puisqu'ils ont réussi à s'emparer des codes qui ont permis de poster un certain nombre de choses. Donc la ville était en panique. On n'a pas identifié le virus précis qui a permis de faire ça, mais la ville a dû faire appel à des consultants extérieurs pour pouvoir remettre en route l'ensemble de ces services. Et je dirais que dans les 2 cas, ce qui est apparu, c'est qu'il n'y avait pas une très bonne gouvernance de ces systèmes. Et donc là, évidemment, je vais me tourner vers Thibaut, mais je voudrais te poser la première question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a dans les enjeux de cybersécurité aussi un enjeu d'avoir quand même quelque chose qui soit un peu à jour, d'avoir des systèmes d'information qui soient de bonne qualité, pas trop vieux, qui sont régulièrement maintenus, entretenus, où on fait les mises à jour, etc. Est-ce que c'est lié au sujet de sécurité, de cybersécurité? Alors oui, tout à fait, complètement. Et t'en parlais un petit peu avec les rançongiciels, où on voit là un nouveau moyen, entre guillemets, de monétiser pour l'attaquant des vulnérabilités qui existaient depuis longtemps. Et simplement, on va dire, cette nouvelle mode avec la combinaison des crypto-monnaies, etc., qui donne un moyen facile de récupérer ça, donne un nouvel incentive, une nouvelle motivation aux attaquants pour aller attaquer des structures qui, jusqu'à présent, se pensaient à l'abri, où on entendait très souvent le discours de dire « Ah, mais moi, je suis la mairie de ou je suis la PME, etc. » Personne ne va m'attaquer. Et on voit qu'aujourd'hui, avec les cryptocurrencies, avec les rançongiciels, tout le monde, en fait, peut être une victime parce que tout le monde peut être tout simplement une source de revenus. Et ça passe clairement aussi bien par, comme tu le disais, le fait d'avoir des systèmes informatiques qui sont à jour et qui sont correctement maintenus, puisque c'est là le vecteur d'infiltration principal. Est-ce que tu penses qu'en général, quand ce que tu observes autour de toi, dans les PME, dans les autorités territoriales, les mairies, des choses comme ça, est-ce que tu penses qu'il y a une grosse dette technique ou est-ce que tu penses qu'on est relativement au niveau? Aujourd'hui, je pense que c'est très disparate pour donner un avis, mais il y a encore beaucoup de structures dans lesquelles l'IT est vu principalement comme un poste de coût et où donc on en fait, on va dire, le moins possible. Et tant qu'on n'aura pas des gens qui ont la perception en fait du risque qui est associé à l'arrêt des systèmes d'information parce qu'on leur y accorde pas le temps et l'énergie nécessaires pour les maintenir, on va se retrouver dans ces zones de risque. Mais à l'inverse, on va voir
Tu parlais par exemple des hôpitaux, on va le voir sur des CHU, à l'inverse des gens qui sont tout à fait à la pointe et qui n'ont rien à envier au secteur du privé, parce que c'est des gens qui ont vraiment misé là-dessus, que ce soit pour avoir de leur indépendance, pour aller plus vite, etc. Je pense que c'est extrêmement disparate de ce côté-là. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le problème principal des techniques, c'est qu'une fois qu'on l'a, c'est très dur de s'en débarrasser. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec des gens qui sont dans une phase de transition où, si on regarde, il y a une décennie, et en fait, une décennie, c'est énorme, mais c'est rien du tout en même temps. Mais il y a une décennie, il y avait très peu de solutions qui existaient. Donc, les gens avaient beaucoup tendance à construire en interne des choses. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec ça un peu pieds mains liés. Et c'est des solutions qui sont complexes à maintenir, mais dont on ne peut pas réellement se débarrasser, etc. Et qui deviennent une des techniques et un danger. Et sur lequel on n'a pas non plus forcément envie d'investir parce qu'on sait que c'est des choses qui sont obsolètes dont on veut se débarrasser. Alors, l'autre jour, j'étais dans une conférence où il a été dit que 20% des PME françaises avaient été déjà victimes d'une cyberattaque et que lorsqu'il y avait rançon, le montant moyen, c'était de l'ordre de, je crois, 1 700 euros. Est-ce que ça te semble des chiffres crédibles? Alors, je suis étonné par le chiffre des 20%, mais c'est en même temps, on dit très souvent en sécurité qu'on n'entend parler que de la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire tu parlais des nouvelles de grandes entreprises qui ont été compromises, bah, on entend parler des très grands parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être cachées, mais la plupart des PME et TPE qui sont compromis, généralement vont chercher à le cacher parce que ça peut envoyer un mauvais signal, etc. aux clients. Donc c'est étonnant, mais c'est pas non plus pas crédible pour autant. Et quant au montant de la rançon, bah, aujourd'hui, on le voit, hein, et c'est avec les rançongiciels, c'est vraiment la structuration de l'attaquant. On a une vraie supply chain, etc. Et donc, effectivement, on a de plus en plus de petits acteurs. Et donc, on n'a pas en fait que des gros casses à faire, mais aussi plein de petites attaques avec des rançons raisonnables. Leur but, après tout, c'est que les gens payent. Donc, si on demande des choses qui sont déraisonnables, on n'aura pas de paiement et c'est pas intéressant pour eux non plus. Alors, justement, on va parler un peu des cas spectaculaires parce qu'il y a quand même des cas tout à fait incroyables. Je pense que le gros cas spectaculaire dont on a parlé récemment, c'était le 10 mai 2021, Colonial Pipeline, qui est le pipeline qui est la dorsale est des États-Unis, qui fournit en pétrole tout l'est des États-Unis, hein, eh bien, a été victime d'une attaque qui a fait qu'ils ont arrêté d'opérer et ils ont dû faire appel à des camionneurs, des dizaines de milliers de camionneurs qui ont remplacé le pipeline entre guillemets en faisant la route sur l'est des États-Unis pour faire ça. Alors, le coût économique a été considérable, chiffré en plusieurs milliards de dollars là-dessus, et on s'est rendu compte qu'il y avait probablement derrière cette attaque une très très grande organisation. L'organisation qui est évoquée, c'est une organisation qui s'appelle DarkSide. Est-ce que tu as déjà entendu parler de DarkSide? Oui, tout à fait. Bah, on a aujourd'hui, je pense, un certain grand nombre de ransomware. Puis on va dire que les organisations, aujourd'hui, c'est des choses qui sont très organisées en couches, où on a des gens qui sont en charge de fournir l'accès, d'autres personnes qui sont en charge d'acheter l'accès au logiciel, etc. Donc, c'est des ensembles d'affiés. Et je pense que les gens bougent beaucoup d'une organisation à l'autre. Dans ces types d'organisations, on a vu aussi assez récemment, et c'était un cas très intéressant, le cas de Conti, qui était une très grosse organisation, pareil, de ransomware, on va dire, où eux, à cause de divergences pour le coup politique, il y a eu énormément d'informations qui ont été publiées. Il y a des gens de l'interne en fait qui sont mis à publier beaucoup d'informations et où ça a permis au grand public ou du moins aux gens qui s'y attachaient, puisque l'information était du coup disponible de tous, de mieux comprendre la manière dont fonctionnent réellement ces organisations, parce qu'on avait l'ensemble des échanges, les mails, les chats qui s'échangeaient, etc., l'outillage, et de voir. Et donc, oui, aujourd'hui c'est DarkSide, là c'est Conti, demain ça pourrait être un autre. Et c'est faut voir ça en fait, c'est un peu comme des SS2I ou des ESN si tu veux de la cybercriminalité. J'ai lu effectivement l'article dans Wired sur Conti, c'est incroyable. On voit en fait, c'est des gens comme toi et moi qui ont des enfants à aller chercher à l'école et tout ça, et en même temps qui font des trucs terribles, quoi. Et donc, effectivement, il y a eu un désaccord sur qui on avait le droit d'attaquer et pas attaquer. Il y avait une sorte de, entre guillemets, frontière éthique, si on peut dire ça comme ça, qui a été franchie, qui fait que ça s'est mis à exploser. Et ça a été, je crois, pour les services de renseignement extrêmement, et pour les gens comme vous, hein, les gens qui font la cybersécurité, hyper intéressant de comprendre
qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du miroir, entre guillemets. Ah ouais, c'est une source d'information qui est inouïe, puis qui est quelque chose d'extrêmement rare, parce que pour le coup, c'était pas un groupe qui était anecdotique du tout ou vieillissant, c'était le grand boogeyman, un peu la grande menace du moment, etc. Euh, Effectivement, de voir la manière dont ils fonctionnent. Et comme tu dis, c'est des gens comme toi et moi, enfin peut-être plus comme moi ou comme toi, enfin c'est des gens un peu des monsieur tout le monde. Et ce qui est jeune, c'est pas du tout forcément des génies, etc. Comme on peut avoir des fois l'image un peu du pirate avec sa capuche qui tape dans le noir, etc. C'est des gens comme tout le monde qui vont voir là avec des connaissances parfois basiques en informatique un moyen de monétiser. Et on voit que ces groupes investissent notamment énormément sur la formation de leurs opérateurs. Et moi, c'est ça où j'ai trouvé ça jeune, c'est de dire que des groupes comme ça de cybercriminels sont capables d'investir plus sur la formation de leurs opérateurs que nous, parfois, on va dire, mais nous, en tant que défenseurs, on est capable d'investir sur la formation, que ce soit des employés dans une entreprise ou des personnes qui travaillent quand on parle de collectivités locales. C'est quand même quelque chose qui est relativement frappant de voir qu'ils ont réussi à reprendre les codes et à ce qu'on dit que tout un chacun devrait faire et à le faire parfois encore plus d'efficacité que les gentils. Et en fait, c'est des structures qui sont super organisées. Et alors, la chose qui est apparue quand même dans le cas de Conti, comme dans le cas de DarkSide, c'est que, semble-t-il, il y a une bienveillance des États qui hébergent ces gens-là. Et dans les deux cas, je crois d'ailleurs, je ne sais plus si DarkSide c'était vrai, mais en tout cas Conti, oui, dans le cas de la Russie, quoi. Oui, c'est qu'il y a un peu une règle tacite, et tu parlais de colonial, je pense que ça a eu aussi de ce côté-là des impacts relativement forts, mais où il y avait un peu une règle tacite de, typiquement, on cible pas des entreprises russes parce que on sait, enfin, comment dire, même si jamais ils ont été un peu mis à mal là en Ukraine, mais globalement, la Russie est des gens qui maîtrisent quand même bien les sujets cyber de guerre, etc. Et donc, personne n'avait envie de les avoir à dos. Et donc, c'était clairement, on n'attaque pas trop les Russes. Et on le voit dans les chats, ça ressort. Donc là, c'est pas de la fabulation. Et deuxième, ouais, il y a certaines cibles qui sont complètement hors scope. Et je pense que Colonial, je crois, c'est, je ne sais pas de bêtises, c'est suite à l'histoire de Colonial où il y a eu des échanges entre Ouais, Biden, ouais, ouais. Poutine, etc. Et où juste après, on a vu quand même un certain nombre de groupes qui soudainement ont disparu de la surface de la Terre. Et voilà, je pense qu'on peut en tirer un certain nombre de conclusions. Ouais, c'était incroyable. Je me souviens avoir suivi ça, effectivement. Non, totalement. On a, juste pour finir sur les attaques de très très grande ampleur, je dois en citer encore quelques-unes. Une spectaculaire quand même, c'est le 26 octobre 2021, la Corée du Sud a un blackout Internet, 40 minutes de blackout Internet. Donc, je ne sais pas si on imagine ce que ça peut donner quand un pays est développé comme ça, sort complètement de l'Internet. Et là, c'est en fait Korea Telecom qui a été attaqué sur son infrastructure de réseau par déni de service qu'on appelle des DOS. Il y a eu des enjeux simultanés d'attaques de cartes de crédit, tout un tas de choses qui ont été synchronisées. Et donc là, clairement, la suspicion, c'était un État, en l'occurrence la Corée du Nord, qui avait fait ce genre de choses. Est-ce que tu penses que à l'avenir, on va voir de plus en plus en fait, j'ai l'impression qu'il y a les pirates, les corsaires, et puis les États un peu. Hein, c'est ce genre de choses. Est-ce que tu crois que ça se déplace vers les États? Effectivement, on l'a même vu. Si on prend les derniers conflits en plus, qui était un des plus faciles, entre guillemets, vous savez ce qui s'est passé en Ukraine, on voit clairement que le côté information warfare, comme on dit, enfin, la guerre de l'information, que ce soit contrôler l'information qui sorte ou même les attaques sur les infrastructures, a eu un impact super lourd. Au final, on a vu que, par exemple, quand les Russes ont envahi l'Ukraine, ils ont attaqué des réseaux 4G, 5G, etc., donc tout ce qui est téléphonie, et ça a eu des impacts sur le terrain, puisque les systèmes de communication chiffrés qu'utilisent les Russes, téléphones chiffrés, etc., pour les brigades, devaient reposer eux-mêmes sur 3G, 4G. Et comme ils avaient cassé ça, en fait, ils se sont retrouvés c'est des communications non chiffrées. Et qui a fait que Wow. tout le monde a pu se mettre à intercepter les communications et à déchiffrer ce que disaient les Russes. Donc là, on voit en plus, c'est beaucoup une erreur stratégique où ils se sont littéralement tirés une balle dans le pied. Mais ouais, donc là, on est dans l'exemple parfait de une attaque de type déni de service qui a un impact directement sur les chances de réussite de l'issue d'un conflit, d'une bataille, d'un engagement, etc. Mais si moi je suis un maire d'une petite ville
quelque part, je peux me dire, mais ça, c'est des batailles de géants, c'est entre État et État, ou très grandes entreprises et États. Moi, j'intéresse personne, donc pourquoi est-ce qu'on m'attaquerait? Alors, c'est vrai que là, pour le coup, le cas, alors, il y a toujours le cas quand même des ransomware et tout, où aujourd'hui, on l'a vu sur même des petites collectivités, bah, ça a un impact parce que le fait de ne pas avoir les services de la ville qui sont disponibles, ça a un impact sur tout le monde, les habitants, etc. Et donc, c'est pas une situation qu'on peut laisser perdurer. Et il ne faut pas oublier aussi que les dénis de service, avant le ransomware, étaient le principal moyen de rançonnage. Et on l'a vu que ce soit sur du média ou même sur des collectivités locales, etc., où les gens se mettaient à attaquer un service et ils disaient, si vous voulez que le service se remette à fonctionner et qu'on arrête l'attaque, il va falloir payer. C'est juste, on va dire que le ransomware a facilité l'opération de rançonnage. Mais très souvent, c'est les mêmes mécanismes. C'est le fait d'interrompre un service euh, qui peut permettre d'entraîner un rançonnage. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier que dans le ransomware, parce que tu parlais à un moment des systèmes de sauvegarde, etc., on pourrait dire dans le cas d'une collectivité locale, OK, bon, moi j'ai des systèmes de sauvegarde qui sont OK, ou alors j'ai en fait pas réellement de services qui sont si critiques que ça. Mais en revanche, dans ce cas, on va se retrouver à détenir de l'information qui est sensible. C'est souvent en fait le deuxième volet du rançonnage, c'est OK, vous avez des systèmes de sauvegarde, vous êtes capable de restaurer, mais par contre, qu'est-ce qui se passe si nous, on publie toute l'information qu'on a récupérée et qu'on la met à disposition de tout le monde sur Internet? Et là, dans le cas d'une collectivité locale, on peut se retrouver quand même en fait, à ne simplement pas vouloir que ces informations qui concernent les administrés, etc., se retrouvent accessibles sur Internet et donc être enclin à payer juste pour ça. Le sentiment que ça donne, c'est quand même qu'on est hyper démunis, que ça peut venir d'un peu partout. Quand tu arrives à voir la cartographie, peut-être pas d'une toute petite mairie, mais d'une collectivité territoriale un peu de taille moyenne, très vite, tu as de l'informatique absolument partout. Je parle même pas des automates et de l'IoT qui peut exister, qui existe de plus en plus, hein, des caméras de sécurité, de toutes ces choses-là. On a des moyens hyper contraints. On est paumé, non? On peut rien faire. Bon, je ne serai pas aussi défaitiste que ça parce que la bonne nouvelle, quand même, malgré tout, c'est que, et on le voit avec, au travers de l'ANSSI, je pense qu'il a pris énormément de puissance au cours de ces dernières années. L'État est quand même de plus en plus capable de se mettre aussi à disposition des collectivités locales, des PME, des TPE, etc., que ce soit pour les former, pour faire de la veille. Aujourd'hui, par exemple, l'ANSSI effectue un travail de veille, de formation et ainsi de suite, qui est super important, qui est quelque chose qui n'existait pas réellement par le passé. Donc, il y a aussi une structuration. Les méchants se structurent, mais heureusement, les gentils se structurent aussi. Imaginons que tu sois demain, voilà, tu es nommé directeur de la sécurité des systèmes d'information d'une ville de taille moyenne. Tu tombes sur le DGS ou sur le maire et ils te disent, écoute, on n'a vraiment pas beaucoup d'argent, il faut qu'on arrive à faire le plus possible pour le moins d'argent possible. Qu'est-ce que tu nous proposes de faire? C'est une bonne question et un vaste sujet. Faire le déroulé complet serait prétentieux, mais par contre, en tout cas, moi, la conviction que j'ai acquis de mon expérience sur les QT, parce que j'ai fait pas mal d'offensifs aussi avant de faire du défensif, c'est que on ne peut défendre que ce qu'on connaît et très souvent, là où les gens pêchent, et c'est vrai notamment pour les collectivités locales, mais pas que, c'est déjà de connaître son périmètre, en fait. La première étape, c'est d'être capable d'avoir un réel inventaire, de savoir qu'est-ce qu'on expose, ou que ce soit les rançons ou même les piratages de manière générale, un pirate ne va jamais rentrer entre guillemets par la grande porte. Il va toujours rentrer par la porte oubliée, la fenêtre cassée. Oui, mais ça c'était du test. Ah, mais ça c'est le vieux truc qu'on devait enlever et ainsi de suite. Et donc souvent la première étape c'est ça en fait, c'est de connaître l'ensemble du périmètre, d'identifier les risques associés et bien sûr après d'arriver à former les gens puisque on l'a vu au travers des ransomware, que ce soit les groupes dont tu parles ou même plus récemment un groupe comme Lapsus par exemple qui a fait trembler, un groupe de ransomware qui a fait trembler les plus grandes entreprises du monde, Samsung, etc., qui en fait se sont avérés être une bande de gamins de 16 ans. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils achetaient carrément les accès aux personnes. Ils disaient, si vous travaillez dans telle boîte ou dans telle boîte et que vous me donnez votre accès VPN ou votre login mot de passe pour la boîte mail, je vous file une fraction de Bitcoin. Et donc voilà, et la formation, je pense, c'est la seule réponse, que là, il n'y a pas de réponse technique. C'est former et sensibiliser les personnes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de petites portes? Parce que peut-être ça pourrait Ah, être concret pour nos ouais, ouais, auditeurs.
Tout à fait. Je pense effectivement, souvent, ça va être des choses qui soit sont des choses de test, de développement ou des choses qu'on veut décommissionner. Par exemple, on a remplacé, je sais pas, une histoire qui était arrivée pour de vrai, un système de cantine, donc où on a des badgeuses de cantine, etc. Et on le remplace par un nouveau système, mais on garde en fait l'ancien système parce qu'on ne l'a pas tout de suite décommissionné, parce qu'on n'est pas complètement sûr que demain il n'y ait pas un problème avec le nouveau. Et du coup, c'est des systèmes qui périclitent et qui deviennent de plus en plus vulnérables au fur et à mesure du temps passe et qui malgré tout restent raccordés à des réseaux sur lesquels les choses sensibles vont se trouver. Est-ce que une imprimante, une caméra Wi-Fi, c'est quelque chose dont il ne faut pas faire attention ou ça peut représenter un problème? Oui, tout à fait. Alors, notamment, alors, l'exemple des imprimantes est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais les caméras l'est complètement, ou les caméras, et après tout, sont des ordinateurs, hein, juste équipés d'un device en plus. Et comme on dit souvent pour la blague, le S de IoT veut dire le S de sécurité. Et donc, souvent, c'est des équipements sur lesquels la sécurité n'est pas forcément traitée comme il le devrait. Euh, et là, en plus, on parle tout de suite de choses, alors soit de points d'entrée dans le réseau, ou alors tout simplement de divulgation d'informations personnelles, d'informations sensibles, etc. Et encore une fois, si on fait écho avec ce qui s'est passé en Ukraine, c'est quelque chose qui a été utilisé très largement, où on a vu des gens qui arrivaient à accéder aux caméras, ou ce qu'ils appelaient aux caméras qui étaient embarquées dans les voitures de police, etc., à cause d'erreurs de configuration. Et là, encore une fois, on est vraiment sur des sujets de formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à une collectivité comment dire, d'être capable de faire ses propres caméras ou de les sécuriser, mais simplement de former pour que les règles de base de cybersécurité soient appliquées. Est-ce que cet enjeu de faire une cartographie dans un monde où maintenant il y a de l'informatique absolument partout, tu vois, il y a des caméras dans les voitures de police, ce genre de choses, est-ce que le DSI, est-ce que le directeur des services d'information, de la sécurité informatique, il est au courant de ça? Est-ce qu'il n'y a pas, je crois qu'on appelle ça du shadow IT? Et est-ce que c'est pas une grande faiblesse finalement pour essayer d'avoir un contrôle de ce qui se passe quand on est à la tête d'une organisation? Ouais. C'est sûr que pour le coup, le shadow IT, c'est effectivement le bon terme. Donc, c'est de manière générale tout ce qui a été fait, on va dire, un peu hors des clous, hors des process, etc., et qui peut être oublié, est souvent le grand ennemi. On va dire, cet effort d'inventaire, c'est un effort qui est sans fin. C'est-à-dire, ça doit être peut-être la première priorité d'un DSI ou d'un RSSI, une personne qui s'occupe de la sécurité, et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et au début, c'est quelque chose de très approximatif, et ensuite on dit, ah oui, il y a les caméras, hop, on les rajoute, ah, et puis il y a ceci, il y a cela. Et encore là, on parle que du SI entre guillemets interne, et il faut oublier qu'à côté de ça, on va avoir de plus en plus de multiplication de services qui sont du SaaS, etc., qui là ne sont pas forcément directement liés au système d'information, mais qui peuvent détenir des informations qui sont super sensibles. D'accord. Bon, et donc c'est quand même un labeur, quoi. C'est quand même compliqué d'arriver à réunir tout ça. Donc, tu arrives dans la mairie de je ne sais quoi, et puis tu dis on va faire une cartographie, et il y a les gros systèmes d'information, et puis il y a tout ce qui est un peu périphérique, etc. Les caméras qu'on a installées à droite, à gauche pour voir s'il y avait des gens dans la salle d'attente, potentiellement dans la rue, ce genre de choses. Une fois que tu as fait ça et que tu penses que c'est à peu près complet, qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, donc, je pense que l'étape d'après, c'est de commencer, donc de ce côté, par exemple, l'ANSSI publie d'excellentes documentations dessus. Donc là-dessus, on ne va pas inventer la roue, on va s'appuyer notamment sur des documentations qui sont créées par l'ANSSI et mises à disposition. C'est un certain nombre de bonnes pratiques de sécurité. Par exemple, on parle des caméras, etc. On va dire, j'ai une petite mairie, j'ai quelques systèmes qui sont gérés par des prestataires, j'ai des caméras qui sont utilisées dans la mairie, ainsi de suite, ou des équipements, on va dire, un peu sur étagère, donc des choses qu'on a achetées et qu'on a mis qui sont un peu de l'IoT. La première étape, c'est s'assurer qu'on va utiliser pas de mot de passe par défaut sur l'ensemble de ces choses-là. Ça peut paraître super naïf, mais souvent, dans le cadre des caméras, ça passe par là, hein, quand même, dans l'écrasante majorité des cas. C'est de ça. Ensuite, ça, c'est de la première étape. Donc, s'assurer voilà, qu'on n'a pas de mot de passe par défaut, etc. S'assurer que nos systèmes qui sont sensibles, qui sont exposés sur Internet, dans la mesure du possible, ont des bonnes politiques de mot de passe. Éviter qu'on ait un mot de passe super générique qui soit utilisé dans toute la mairie
pour des choses avec différents niveaux de sensibilité, ce qui est encore une fois quelque chose qu'on voit très souvent dans la pratique. Et puis ensuite, on va descendre au fur et à mesure, on va dire un peu dans la checklist avec des choses qui sont ou plus complexes ou qui demandent plus d'efforts. Donc, s'assurer ensuite que les systèmes soient à jour. Qui là, pareil, est une deuxième bataille un petit peu sans fin, comme la partie inventaire. Ça, c'est un peu sur la partie IT. Donc, on va commencer à s'assurer que pas de mot de passe par défaut, on a des systèmes à jour. Et à côté de ça, le deuxième grande piste, c'est la formation et la sensibilisation du personnel, des personnes en interne. Et là, c'est aussi bien les personnes de l'IT, mais pas que, et surtout les personnes qui ne sont même pas forcément de l'IT, en fait. Ouais. Alors, on va venir effectivement à la culture de la sécurité, hein. Mais avant de venir à ça, imaginons que je découvre que j'ai tout un parc d'ordinateurs qui sont sur du Windows 2008. Qu'est-ce que je fais? Je peux sécuriser ça ou je dois changer tous mes OS? Comment est-ce que je peux faire ça? Alors après, je pense qu'on a toujours, comme tu disais, on a des moyens qui sont limités. On sait à quel point est-ce que la gestion, on va dire, de la bureautique, etc., peut être un sujet qui sont compliqués. Aujourd'hui, on va dire, la bonne nouvelle, c'est que sur tout ce qui est station de travail, donc la machine en admettant que ce soit des gens qui sont sous Windows, et quelque chose qui s'est quand même simplifié dans le temps. Donc, commencer à avoir une campagne assez progressive, on va dire, de mise à jour, etc., des stations de travail des utilisateurs. Aujourd'hui, de la même manière, sur la partie, tout ce qui est antivirus, enfin, on va dire, comment dire, en admettant que première étape, donc on a réussi à pousser tout le monde à aller vers les dernières versions de Windows, ce qui se fait aujourd'hui beaucoup plus facilement que ce n'était le cas il y a quelques années. Ensuite, la bonne nouvelle de ce côté, et c'est là où les choses s'améliorent, c'est que avant, avoir Windows sans antivirus, c'était quelque chose qui était parfaitement inconcevable et c'était une hérésie. Aujourd'hui, Windows, naturellement, avec Defender, etc., s'améliore. On peut s'accompagner d'un antivirus, donc soit appelé un EDR, etc. Mais déjà, de base, Windows va être bien meilleur qu'avant. Mais encore une fois, là, tout de suite va se poser très rapidement la question des budgets, où aujourd'hui, malheureusement, sur des solutions de sécurité défensive, il y a relativement peu de choses qui présentent et une barrière d'entrée financière qui est faible et une barrière d'entrée technique qui est faible. C'est là où les arbitrages commencent à être compliqués. Ouais, d'accord. Et donc, ok. Donc ça, c'est le sujet. J'ai bien envie de te poser la question de savoir si Linux est toujours une solution ou si c'est vraiment une marche trop haute. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, ça dépend, on va dire, des compétences internes dans la mairie. Pour peu qu'on ait quelques compétences informatiques, ça peut être un trade-off, comment dire, un échange qui est très intéressant. Si jamais on n'a pas de personnes en interne qui ont ce genre de culture ou des associations ou un réseau de personnes qui est prêt à aider, effectivement, la marche est encore aujourd'hui trop haute, je pense, pour le commun des mortels. D'accord, d'accord. Alors, en matière d'éducation, de diffusion des bonnes pratiques, est-ce que c'est possible de former son personnel? Quelles sont les grandes catégories de choses à éviter ou à ne pas faire? Il y a aussi plein d'anecdotes assez marrantes sur ce sujet. Peut-être que tu en as quelques-unes à l'esprit. Oui, alors là-dessus, je pense l'utilisateur, comme on dit souvent en termes de sécurité, ça peut être ou son pire ennemi ou son meilleur allié au sein du SI quand on est responsable de la sécurité. Donc, souvent, le premier sujet, ça va être de sensibiliser les personnes sur tout ce qu'on va appeler l'ingénierie sociale. L'intérêt étant que c'est des choses qui vont pouvoir aussi bien les concerner dans la sphère pro que dans la sphère perso. Là où il y a quelques années, il peut être dur parfois, en fait, on va dire, de motiver les gens à suivre ce genre de formation, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'y retrouve concerné aussi dans le perso. Donc, il y a vraiment un double intérêt et c'est plus facile de ce sens-là de former les personnes aujourd'hui. Donc, les former à des sujets d'ingénierie sociale. Donc, ça peut commencer avec des formations, on va dire, un peu didactiques. Et je crois d'ailleurs que l'ANSSI là-dessus met des slides à disposition. Et ensuite, ça peut aller vers des exercices plus pratiques où aujourd'hui, il existe un certain nombre de solutions comme GoFish, etc., ou de services en fait qui vont permettre de simuler des campagnes de phishing, par exemple en interne. Donc ça, c'est souvent en termes de cycle de sécurité, on a le fait de former et ensuite le fait d'éprouver la résistance en fait qu'on a réellement à l'attaque une fois qu'on a formé, qu'on a sensibilisé les personnes. À savoir que donc la pratique de phishing, qui est l'idée d'envoyer des mails à des personnes en essayant de les inciter à donner leur login et leur mot de passe sur un site
pour en fait évaluer à quel point est-ce qu'ils peuvent se faire piéger. C'est une opération qui est intéressante à mener derrière. Je pense effectivement la première étape, c'est vraiment sensibilisation à tout ce qui est des sujets d'ingénierie sociale. Le but étant pas d'en faire des cracks en cybersécurité, mais simplement que l'utilisateur, la raison pour laquelle ça peut devenir son meilleur allié, c'est que si jamais vous avez un utilisateur qui est capable d'identifier, il y a un truc bizarre, je préviens le responsable de l'informatique. Souvent, ça vaut tous les antivirus de l'univers, tous les EDR, etc. que vous voulez, parce que vous êtes capable de remonter l'information, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et si à l'inverse, l'utilisateur a peur d'être dans une position où voilà, je vais me faire engueuler, je vais me faire tirer les oreilles, etc. Ou alors les gens qui s'occupent de l'informatique sont des gens un peu trop fermés, et ben là c'est pire parce qu'il pourrait se passer des choses au vu et à nez de tout le monde sans que la partie IT soit au courant. Alors j'ai entendu dire que dans une très grande administration française, qui a, voilà, probablement l'administration française qui a le plus d'informaticiens d'ailleurs, ils ont formé tout le monde au phishing et puis ils ont fait un test. Ils ont envoyé un email. Alors l'email était assez marrant parce que je crois le titre c'était Victor Hugo par là, je sais plus qui, un autre Alfred de Musset ou quelque chose comme ça. C'est horrible parce qu'ils ont eu 15% des gens qui ont cliqué sur la pièce jointe. Donc c'est désespérant, non? La formation, je ne sais plus qui a dit ça, mais il faut répéter les choses à intervalles réguliers pour pas que les gens les oublient. Et aujourd'hui, c'est des automatismes qui sont pas rentrés du tout. Quand on faisait du test d'intrusion, on utilisait beaucoup, nous, ce qu'on appelle des chevaux de Troie. Donc, c'est un peu effectivement technique comme ça d'ingénierie sociale. On envoyait des faux économiseurs d'écran, etc., aux personnes qui étaient ou de la lingerie ou des petits animaux mignons en fonction des personnes qu'on ciblait. Et tu serais étonné de savoir que bien souvent, c'est les gens des services de l'informatique qui se faisaient piéger tout autant que l'autre. Donc, c'est même pas une question de connaissance technique ou de il est fort, il est pas fort. C'est une question d'arriver à faire imprégner ce genre de réflexe aux gens. C'est comme quand on éduque aujourd'hui des enfants, etc. On doit répéter des messages. Et voilà, c'est des messages qu'il faut répéter. Et aujourd'hui, en fait, on en est encore, je pense, au tout début sur la partie de sensibilisation. Donc c'est une culture plus qu'une technique, en fait, c'est ce que tu dis. Oui, c'est exactement ça, tout à fait. C'est une culture plus qu'une technique. Qu'est-ce que tu fais si tu te balades dans le parking de ton entreprise et puis tu trouves une clé USB avec le logo de ton entreprise dessus? Donc là, effectivement, on la ramène typiquement au service informatique. Et une anecdote qui est assez rigolote là-dessus. Donc, quand on faisait les tests d'intrusion, c'était l'époque de l'explosion des plateformes de poker en ligne quand ça commençait à être légalisé en France au début de l'Argel. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des clés USB partie poker et autres opérateurs de poker d'un type pochette avec 50 € gratuits pour l'inscription sur la plateforme. Et on distribuait ça, mais on mettait ça dans les parkings, dans les salles de réunion, etc., des entreprises qu'on ciblait. Et là, effectivement, encore une fois, on est sur une question de réflexe, de dire, comment dire, la curiosité, parfois est un vilain défaut, mais le fait de se dire, je vais la prendre et je vais la mettre chez moi pour voir ce qu'il y a dessus n'est pas forcément une bonne idée. Je pense qu'effectivement, le mieux, c'est généralement d'informer la personne qui est responsable de l'informatique. Et quelle que soit l'issue, voilà, encore une fois, on est sur l'exemple typique de meilleur allié ou pire émissaire. Simple fait de remonter ça à son responsable de l'informatique. Si jamais il y a vraiment une campagne en cours, de gens qui ciblent l'entreprise, le principal, c'est de savoir qu'on est ciblé, en fait. Et c'est ça qui permet d'être capable de se défendre. Alors, moi, je reçois une pièce jointe, voilà, je clique dessus. Là, est-ce que le dégât est fait ou est-ce que je peux encore appeler le RSSI et puis essayer de limiter la casse? Alors, si jamais vraiment c'est une ouverture de pièce jointe type un document, etc., on va dire que ça va dépendre des cas. Heureusement pour nous, dans l'écrasante majorité des cas, pour que la pièce jointe fasse des dégâts, l'utilisateur doit faire une action complémentaire comme activer des macros, cliquer dedans, etc. Et même en admettant que le dégât a été fait et il se met à se passer ou des choses bizarres ou alors le document se referme immédiatement, etc., les bons réflexes à faire, généralement, c'est d'essayer de débrancher l'ordinateur du réseau, d'enlever le câble réseau si possible,
de surtout pas l'éteindre et d'appeler immédiatement effectivement les personnes de l'informatique, puisqu'en fait le fait de ne pas éteindre la machine va permettre aux personnes de la sécurité après de collecter en fait, c'est un peu comme une scène de crime on va dire classique, c'est le fait de on passe pas la javel et la lessive par terre si jamais il y a une scène de crime, pour que la police puisse effectivement collecter des traces derrière. Ce qui revient souvent au même en fait d'éteindre l'ordinateur. Donc effectivement, là le but c'est d'appeler les personnes informatiques qui eux soit pourront s'appuyer sur des services qui existent sur Internet, qui vont permettre tout simplement de soumettre le document suspect sur des services comme Virus Total, etc. Parce que ça peut être aussi tout simplement une fausse alerte, et ou carrément après de faire appel aux services compétents, que ce soit l'ANSSI ou autre, pour les aider à investiguer si jamais le mal avait été fait. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'utilisateur qui fait ça sera jamais pénalisé pour avoir cliqué et le fait, entre guillemets, d'avoir alerté des services est super important puisque, encore une fois, on n'est pas sur une question d'une faute, ça peut arriver à tout le monde. Le principal, c'est juste de remonter l'information pour qu'on soit au courant de ce qui est en train de se passer. Et là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise et qui ait un processus clair à mettre en œuvre. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, dans tous les services informatiques, qui sait ce qu'il faut faire? Alors, qui sait ce qu'il faut faire? Pas forcément, mais la bonne nouvelle aujourd'hui, et c'est là encore une fois où des autorités comme l'ANSSI, ou du moins les autorités compétentes soient, c'est qu'en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'il faut faire, c'est qui contacter en cas de, et on ne demande pas en fait à une collectivité locale d'être autonome et d'avoir un expert cyber en interne, mais vraiment simplement d'être capable de donner l'alerte pour que les investigations nécessaires soient présentes. Et l'ANSSI, disons, vous allez directement sur le site de l'ANSSI, ils ont en cas d'incident et vous avez une procédure de contact pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Et la raison vraiment d'alerter, en fait, c'est la chose que tout le monde peut faire et qui est le plus important à faire en cas d'incident. On voit donc là, c'est des études américaines qui étaient publiées l'année dernière, mais encore dans, je crois, c'est plus de la majorité des cas, dans 70% des cas, la compromission est détectée non pas par la personne ou l'entreprise qui est compromise, mais par un partenaire qui les alerte. Et donc, donc je fais un petit aparté sur nous aujourd'hui, ce qu'on fait au sein de CrowdSec. Donc, on a un logiciel qui est libre, et participatif en fait, qui permet de détecter des attaques, etc. Et en fait, nous, on se retrouve souvent à alerter des gens, à leur dire tiens, vous avez des serveurs, vous avez un ensemble de machines qui se comportent de manière étrange sur Internet, qui se met à attaquer d'autres personnes, qui se met à scanner des vulnérabilités. Et dans l'écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité des cas, la réponse est ah, on ne savait pas. Et donc, ils regardent. Ils disent ah ouais, en effet, on n'avait pas vu, on s'est fait pirater, etc. On fait des nettoyage, merci. Ouais. Et voilà. Et donc le simple fait d'être capable de savoir que quelque chose est en train de se passer, c'est souvent en fait l'élément clé puisque c'est le temps en fait qui est la contrainte qui joue systématiquement en faveur de l'attaquant. Et donc, chez CrowdSec, vous avez un petit logiciel, c'est ça? Tu peux expliquer peut-être en quelques mots, c'est gratuit, c'est payant? Oui, tout à fait. Je vais expliquer ça en quelques mots. Donc, c'est un logiciel qui est plus que même gratuit, qui est ce qu'on appelle libre, c'est-à-dire, entre guillemets, la recette est disponible sur Internet. Donc, c'est un logiciel qui va fonctionner aussi bien pour des serveurs type Linux, etc., que pour des machines sous Windows. Qui va permettre de détecter et de bloquer des attaques. Donc, ça a pour vocation de détecter et de bloquer un peu ce qu'on va appeler le bruit de fond d'Internet, donc les attaques qu'on va avoir en permanence. Et surtout, un peu à l'instar d'un GPS comme Waze, il y a un aspect participatif. C'est-à-dire que le logiciel va envoyer, quand il détecte et bloque une attaque, une information sur l'attaque qui a décidé de bloquer. Et en échange, entre guillemets, nous, on redistribue automatiquement à l'ensemble de la communauté les adresses IP, qui sont en fait les identifiants sur Internet, qui sont susceptibles de vous attaquer. L'idée étant d'ailleurs qu'en fait, cet effet de réseau va permettre de se protéger de manière préventive en bloquant en fait les gens qui sont susceptibles de vous attaquer basés sur les technologies, les services, etc. que vous employez. Et donc, je suis un responsable de la sécurité informatique. Je vais sur votre site web, je télécharge ça, je l'installe et ça marche tout seul. Exactement. C'est le logiciel est vraiment fait. On parlait tout à l'heure des barrières d'entrée techniques ou financière. Ici, le logiciel est vraiment fait pour s'adresser avec une barrière d'entrée financière qui est nulle, puisque le logiciel est libre et gratuit, et surtout la barrière d'entrée technique la plus basse possible. La promesse étant qu'un administrateur système, même débutant, qui bidouille un petit peu, doit être capable en fait de trouver son chemin et d'obtenir une amélioration compréhensible et palpable en fait du niveau de sécurité. Et on a d'ailleurs aujourd'hui déjà plusieurs collectivités locales et mairies qui l'utilisent, certaines qui sont grandes, mais d'autres à l'inverse qui sont toutes petites.
D'accord. Dis-moi, imagine, j'arrive lundi matin à mon bureau, j'allume mon ordinateur, et puis là, j'ai un message qui me dit mon ordinateur a été hacké, et puis ils sont vraiment désolés, mais si je leur envoie un montant de 2000 € en crypto-monnaie, eh ben, ils seront vraiment très heureux de pouvoir me rétablir mon ordinateur. Voilà. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? La question, alors la réponse est toujours compliquée. Non. En vrai, on dit toujours que c'est jamais une bonne chose hein, de payer la rançon. Donc la première étape, effectivement, bah, c'est encore une fois d'alerter les services compétents ou d'en parler à son DSI ou RSSI si on a un, de contacter l'ANSSI. Il est possible que sur un coup de chance, il y ait ce qu'on appelle des décrypteurs universels qui soient déjà publiés pour le ransomware en question. Donc le concept du ransomware, c'est vraiment de chiffrer la donnée et de dire je vous donne la clé pour déchiffrer une fois que vous avez payé. Et il s'avère que parfois, il est possible en fait de créer tout simplement des logiciels qui vont arriver à déchiffrer tout seul sans payer. Et ensuite, après, ce qui est toujours important, c'est de dire voilà, l'objectif, c'est de ne pas payer la rançon, mais surtout d'évaluer en fait l'impact, de dire bah, quelles données étaient réellement présentes sur la machine, est-ce qu'on a des sauvegardes, est-ce que c'est des données qu'on peut recréer, est-ce que c'est des données qu'on peut récupérer, est-ce que c'est confidentiel, est-ce que c'est sensible? Et après, quelles sont les intentions de l'attaquant? Comme on le disait, il peut arriver certaines fois où l'attaquant va dire bah, OK, si vous ne payez pas la rançon, bah, moi, toutes les données que j'ai récupérées, je les mets à disposition sur Internet. Et ce qui parfois peut être, si jamais par exemple, on parle de données sensibles, personnelles, etc., des gens qui travaillent ou qui habitent dans la ville, là, des fois, malheureusement, ça peut être une raison en soi pour protéger autrui, en fait, de dire qu'on va devoir payer la rançon. Mais c'est effectivement jamais l'objectif. Je me permets de vous interrompre deux secondes, messieurs. Est-ce que vous pouvez redonner le nom, on a plusieurs questions, du logiciel dont vous venez de parler? Oui, tout à fait. Alors, CrowdSec, est-ce que je peux l'écrire dans le chat général, peut-être? Ah oui, tout à fait. Regardez. Alors, moi, Ou sinon, je le fais si vous n'y arrivez pas. Mais oui, Ah, oui, tout à fait. allez-y. Oui, je vais le mettre là parce que j'ai pas vu effectivement le bon. Je vais mettre le site à côté. je ne vois pas de questions dans le chat, c'est étonnant. Ouais, pareil, Non, je non, les vais. questions, c'est pas dans le chat, c'est sur un autre module. C'est pour ça que D'accord. Ah, ok, vous d'accord. les poserez par la Ok. suite. Je vous ai mis dans le chat le nom du logiciel en question. Voilà, super. Et puis, vous l'aurez en fin de présentation aussi. Je le remettrai à l'écran. Super. Et juste, j'ajoute là-dessus, après je fais ma pub. Donc, comme c'est un logiciel en fait, voilà, qui est libre et gratuit, etc., n'hésitez pas, vous verrez, il y a tout un système de forum, de chat, etc., pour les gens qui ont des questions qui sont perdues, si jamais ça paraît trop complexe d'abord, et on sera ravis de vous épauler dans des points. Alors là, dans ce que tu disais sur le ransomware, l'ANSSI, ils vont me sortir de là? Ils vont mettre quelqu'un à ma disposition pour débloquer mon ordinateur? Alors, pas forcément mettre quelqu'un à disposition pour débloquer l'ordinateur, parce que malheureusement, si jamais les pirates ont bien fait leur travail, il n'y a pas de solution magique à ça. Mais ça va être plus déjà parce que il va souvent s'agir dans une première étape en fait de contenir entre guillemets l'attaque. Parce que peut-être que là une machine a été compromise et qu'en fait c'est une machine, c'est pas très grave, c'est la station de travail de un tel, il n'y a pas d'information, mais un des buts surtout, c'est d'endiguer l'attaque, donc de s'assurer qu'ils ne vont pas continuer à se propager dans le système d'information vers des choses qui là pourraient être plus sensibles, plus dangereuses, etc. De s'assurer qu'on appliquait les bonnes procédures pour mettre les attaquants dehors, tout simplement, parce qu'il ne s'agirait pas de payer la rançon et que rebelote 2 semaines plus tard. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et ils seront au moins disponibles pour vous guider, vous épauler, vous guider, dire bah, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, quelles sont les actions à prendre, etc. Puisqu'encore une fois, chaque, on va dire, campagne de ransomware, de rançonnage peut être un petit peu différente. Peut-être qu'ils vont dire, ah, bah, vous avez de la chance, on a un décrypteur qui existe pour ce logiciel-là, du coup, la procédure, c'est ça, ou à l'inverse, non, et ainsi de suite. Et est-ce que c'est bien d'avoir ces données dans le cloud? Est-ce que c'est plus sécurisant ou pas? Alors, j'aime bien poser des questions avec des réponses compliquées. On va dire que ça dépend. Là-dessus, on va dire, voilà, c'est une épée à double tranchant. Donc là, j'ai essayé d'être le plus pragmatique possible. Quand on n'a pas en interne d'équipe IT compétente ou qu'on n'a pas des prestataires efficaces et compétents sur lesquels s'appuyer, l'avantage du cloud, c'est pas mon ordinateur, pas mon problème. On peut confier le service à une personne d'autre et on délègue tout simplement la responsabilité. Ça peut être l'aspect positif. L'aspect négatif à ça, c'est qu'il y a un côté perte de contrôle de la donnée, tout simplement. Et
encore une fois, la sécurité ne sera aussi bonne que la sécurité du prestataire en question qui est choisi. Et donc là, on peut se poser aussi bien des questions de gouvernance ou de sécurité dans l'absolu, simplement parce que c'est pas parce qu'une personne fait des services dans le cloud qui est forcément plus compétente que vous l'êtes. Et après, voilà, ils peuvent se poser, surtout dès qu'on parle de collectivité locale, des sujets un peu de souveraineté, etc., d'identifier les bons acteurs, de savoir est-ce que c'est les gens qui vont respecter RGPD et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent. Mais on va dire, voilà, pour résumer en une phrase, c'est si jamais on n'a aucune compétence en interne, mieux vaut quelque chose qui puisse être hébergé chez le cloud, chez une personne compétente, que quelque chose qui soit bricolé sur un coin de table et qui soit ouvert en fait aux quatre vents et qui puisse être demain la source de tous les maux. Ouais, d'accord. Donc, à chaque fois, c'est compliqué, quoi. Il faut avoir un DPO, un chef des données privées, je ne sais pas comment dire en français, un responsable de la sécurité informatique, un responsable des systèmes d'information. Est-ce que tu as eu vent de cas où il y avait des coalitions d'acteurs qui avaient un responsable de la sécurité des systèmes d'information commun? Est-ce qu'un groupe de mairies pourrait envisager de faire ça, par exemple? Alors, complètement. Enfin, alors, non, j'en ai pas connaissance en tout cas. Il s'avère que nous, les mairies avec lesquelles on discute aujourd'hui, indépendamment de leur taille, c'est des gens, je pense, qui sont plutôt technophiles. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu plusieurs mairies signifier, eux, leur volonté, effectivement, d'être capables de se réunir entre acteurs qui partagent justement ce même genre de problématique pour faire que ce soit déjà commencé par la veille, en fait. Tu parlais tu as des campagnes de ransomware, etc. C'est des acteurs qui attaquent des verticales. Donc, si jamais ils décident de se mettre à se faire, entre guillemets, les mairies, le fait d'avoir de l'échange d'informations entre les différentes mairies, etc., peut être super intéressant. Et ensuite, voilà, après, c'est un moyen, on va dire, au moins d'échanger des bonnes pratiques, de l'information, des retours d'expérience, etc. Et là-dessus, je pense que peut-être qu'effectivement, la Gazette des communes peut aussi avoir des retours intéressants. Mais voilà, en tout cas, le partage d'informations, surtout dans un contexte comme les collectivités locales, est clairement un plus et je pense que c'est des choses qui se développent. Je sais que ça existe beaucoup, notamment dans la partie santé, des hôpitaux où ils ont beaucoup ça s'appelle des GIC, etc. Pour les collectivités locales, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une réelle appétence. Oui. À propos des hôpitaux, mais c'est valable aussi d'ailleurs pour les collectivités territoriales, est-ce que tu penses que est-ce que c'est naïf d'essayer d'avoir une grande homogénéité des systèmes d'information ou est-ce que c'est au contraire largement à recommander? Alors, homogénéité des systèmes d'information, ça me paraît compliqué, surtout les hôpitaux qui, historiquement, ont des SI internes souvent qui sont énormes parce qu'ils ont beaucoup d'équipements, beaucoup de logiciels, etc. Donc, il y a encore une fois du legacy, on va dire, il y a quand même beaucoup d'historique à gérer, donc l'harmonisation est complexe. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'harmonisation des pratiques de sécurité, elle, est quelque chose qui est plus que désirable, qui est très largement recommandé et aujourd'hui, on voit justement des choses qui commencent à émerger, encore une fois, hein, sous la houlette de l'ANSSI, par exemple, qui commence à mettre en place un certain nombre de normes, tout ce qu'ils appelaient SecNumCloud, enfin des certifications pour les opérateurs justement de cloud et ainsi de suite, pour être capable de dire bah, vous êtes apte à traiter de la donnée médicale, vous êtes apte à donner de la traité sensible, de la donnée d'OIV et ainsi de suite. Donc, homogénéiser les systèmes d'information, ça prend du temps et ce n'est pas forcément toujours souhaitable parce que chacun peut avoir ses spécificités. Mais par contre, homogénéiser les pratiques de sécurité, oui, à 100%. D'accord. Alors, je vous rappelle qu'on est bientôt à la fin de cet échange. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Vous le faites dans le chat et on prendra avec plaisir vos questions. Vous avez la chance d'être avec un expert dans le domaine. Finalement, pour finir, je voudrais te poser des questions un peu plus, entre guillemets, légères, mais est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre ce qu'on appelle un white hat et un black hat? Et puis, est-ce que tu connais l'un ou l'autre ou les deux? Alors, les couleurs de chapeau sont toujours un sujet tête, mais globalement, non, on va, sans parler forcément de white hat et de black hat, même si on pourra rattacher, ce qu'on va appeler dans la culture populaire un black hat, c'est un pirate qui va faire ça pour on va dire son enrichissement personnel et généralement sans tenir compte de la loi. Donc, typiquement, une personne qui travaille dans un groupe de ransomware, c'est un black hat. Une personne qui va pirater des entreprises pour
voler de l'information et la revendre ou pour les rançonner, c'est un black hat. Et à l'inverse, ce qu'on va appeler un white hat, c'est une personne qui travaille dans la sécurité, mais en accord, on va dire, avec les lois et les principes éthiques. Donc, ça peut être un chercheur qui, si jamais il trouve une vulnérabilité, il va alerter les autorités compétentes, etc. Donc, ça va être de manière générale des gens qui ont pignon sur rue. Mais après, aujourd'hui, si jamais on regarde un petit peu l'écosystème, la réalité est un petit peu plus compliquée que ça. On voit des entreprises qui ont pignon sur rue, dont le métier, c'est de vendre ce qu'on appelle des exploits, par exemple. Un exploit, c'est un logiciel qui permet de pirater un autre logiciel. La boîte italienne, là. Voilà, c'est par exemple ça, ou même on peut prendre le cas de Pegasus, donc, qui était un malware vendu par une société israélienne qui est officiellement utilisé par les forces de l'ordre et qui, dans les vérités, a été principalement utilisé contre des opposants, des gens qui font de l'humanitaire, des politiciens, etc., etc. Donc, je pense que voilà, la réalité est souvent beaucoup plus complexe qu'il y a les gentils, il y a les méchants, c'est quand même globalement très, très gris. Et il y a des gens qui ont pignon sur rue qui, au final, travaillent avec des gens peu recommandables, des dictateurs, etc. Donc, ouais, y compris en France, d'ailleurs. voilà. On a eu pas mal de débats là-dessus. Oui, pour faire de la surveillance, enfin, voilà, c'est pas encore surveiller. Est-ce qu'on surveille les méchants? Est-ce qu'on surveille les gentils? Est-ce qu'on surveille tout le monde? Et quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu te demandes de quelle couleur il est? Ah oui, bah ça, effectivement, la question se pose toujours. L'intérêt, enfin, on va dire là où c'est facile, c'est que souvent les gens qui sont plutôt dans le gris foncé et dans le noir s'intéressent à l'offensif beaucoup plus qu'au défensif. C'est des gens souvent qui s'intéressent à comment est-ce que tu rentres dedans, comment est-ce que tu casses, comment est-ce que tu contournes. Là où aujourd'hui, nous, au travers de la communauté open source, etc., on a la chance de principalement parler à des gens qui, comme les personnes probablement qui nous écoutent, sont des gens simplement qui ont un système d'information à faire fonctionner et qui se demandent comment est-ce qu'ils protègent la sensibilité, la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité des données. Et où là, effectivement, on pourrait avoir des gens dont le fonds de commerce est discutable, mais en tout cas qui, d'un point de vue sécurité, sont beaucoup plus vers le blanc que vers le noir. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a en France des formations que tu pourrais recommander à ce sujet qui sont accessibles, répandues? Et alors là-dessus, j'aurais vachement tendance. Alors, on va dire que je vais malheureusement pas être trop au fait vraiment des formations qui vont s'adresser plus au grand public ou aux gens qui ne sont pas directement sur la partie offensive, mais là-dessus, je pense que typiquement l'ANSSI, encore une fois, est un super bon point de départ pour après trouver les bonnes formations, les bonnes sensibilisations, etc. D'accord. Et il y a une grande initiative gouvernementale, est-ce que tu en as entendu parler, le pôle cyberbase, le pôle cyber, pardon? Peu, alors de nom, mais tu es probablement plus au fait que moi là-dessus. D'accord. Bon, là, je vais en parler en quelques mots, mais donc, effectivement, le gouvernement, enfin le précédent gouvernement a fait le choix de développer un certain nombre d'axes sur lesquels on souhaite que l'expertise de la France se développe fortement. Il y a l'axe quantique, il y a l'axe intelligence artificielle. Et puis, après moult tergiversations, il a été choisi d'installer à la Défense à la fois un centre de recherche, des incubateurs pour accueillir des startups qui sont dans le domaine de la cybersécurité, et puis des écoles, dont l'une d'entre elles qui s'appelle les Sylves. Est-ce que tu connais les Sylves, Thibaut? Oui, de nom, j'ai pas encore fait d'étudiants, mais oui. D'accord. Donc, qui est une école jugée ayant comme pignon sur rue à cet égard et de très très bonne qualité. Il est 12h29, ça fait donc une heure qu'on est en train de débattre. Thibaut, vraiment, c'était passionnant, c'était extraordinaire. Merci beaucoup de nous avoir répondu à toutes ces questions sur ce débat. Je conclurai en disant que la cybersécurité, c'est pas une bataille perdue, c'est une bataille qu'il faut mener au quotidien. Et c'est comme ça, sans doute, qu'elle coûte le moins cher, d'ailleurs, qu'elle fait le moins de dégâts. En tout cas, c'est, je crois, entre les lignes, ce que tu as cherché à nous dire. Mais c'est aussi une bataille qu'il est impossible de ne pas mener. C'est-à-dire que le coût de prendre le risque, c'est un peu comme accepter de conduire en état d'ébriété en permanence sur l'autoroute, quoi. Je ne sais pas si tu acceptes cette comparaison. Oh oui, complètement oui.
voilà, le risque qu'à un moment on ait un accident assez sévère et que ça se passe pas bien est quand même très très élevé. Donc il est recommandé de ne pas conduire en état d'ébriété et de penser à la cybersécurité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et évidemment je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci à Écoutez, tous. on a eu un certain nombre de questions durant votre présentation. Vous avez parlé effectivement, Gilles, des diverses initiatives de l'État. Et très récemment, c'était en tout cas dans un article de la Gazette des communes du 30 mai, on a vu que l'État venait de lancer un dispositif pour faciliter l'achat et le déploiement de produits de cybersécurité dans les collectivités. C'était un dispositif d'acquisition de produits et de licences mutualisées au profit des collectivités pour soutenir effectivement l'acquisition de services de base qui peuvent manquer aux petites communes et qui va du gestionnaire de mots de passe à la solution de sécurisation des messageries ou encore le chiffrement des postes de travail. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui va sans doute venir encore renforcer l'accession des collectivités à un certain nombre de solutions avec cette aide financière. On nous a aussi pas mal demandé s'il existait des solutions open source fiables. Il y en a au moins une, mais C'est pareil, je pourrais bien nommer CrowdSec, puisque c'est une solution open source et qui est fiable par essence. Et la publicité de ma commune sans remords. Donc, non, on vient de ce côté-là, de manière plus générale. Donc, effectivement, moi, je recommande bien sûr, c'est CrowdSec qui est une initiative assez sérieuse. Aujourd'hui, malheureusement, la perception qu'on peut parfois avoir et qui est encore assez vraie, c'est que l'open source peut avoir parfois une barrière d'entrée technique qui est relativement élevée. Et sachant que voilà, il y a le déploiement initial, mais ensuite il y a, comme on appelle ça, le maintien en condition opérationnelle et le fait de déployer des choses et entre guillemets de les oublier après dans un coin est toujours un écueil. Donc voilà, c'est pas rien n'est complètement gratuit, c'est un échange de temps passé versus un investissement financier initial. Alors, on nous a dit aussi que dans la presse, on disait que les Russes s'entraînaient sur des pays comme le Costa Rica avant de déployer une ou des attaques d'ampleur. Et la personne qui nous relaie cette information vous demande ce que vous en pensez. Ah oui, tout à fait. On peut prendre même l'exemple de l'Ukraine, puisque là, on a pu l'observer en direct, où on a vu que l'Ukraine a présenté une excellente résilience, en fait, un peu à la cyberguerre qui a pu être menée par les Russes, puisque ça a été justement un peu un terrain d'essai pour les Russes pendant des années pour mener leurs attaques, pour les évaluer, etc. Et donc oui, les Russes, au même titre que, par exemple, le gouvernement chinois, sont des gens qui ont été pris, on va dire, la main dans le sac suffisamment souvent à mener ce genre de type d'attaque pour qu'on ne soit plus dans de la légende urbaine. Donc oui, c'est des gens qui essayent, qui réalisent des attaques, qui les essayent sur des plus petits pays pour ensuite les répliquer à plus grande échelle. Et puis, on a aussi une réflexion. On parlait effectivement du montant des rançons qui étaient parfois demandées en cas de cyberattaque. Et quelqu'un nous dit que finalement, on sait plus ou moins que les attaquants s'informent et qui estiment en fait le montant des rançons en fonction de la collectivité, de la taille sans doute de la collectivité à laquelle elles vont s'attaquer et qu'elles s'adaptent finalement à la cible. Là, de la même manière, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu vent également ou que Ah oui, vous connaissez? complètement. Comme on dit, c'est des gens qui mènent un business comme n'importe quel commercial, il est réévaluer quelle est la taille du package qui est accessible à tel ou tel société. Donc oui, leur but après tout, c'est d'être payé. Puisque si jamais ils réalisent une attaque type ransomware et qu'ils demandent un prix qui est trop élevé et que la personne ne paye pas, ils ont juste perdu du temps pour rien. Ça Oui, leur amène rien. Donc, ouais. ouais, c'est sûr. Et puis, on va peut-être finir là-dessus, mais on se rend compte, et la CNIL l'a affirmé dans un rapport récent, que la plus grande partie des fuites, finalement, des fuites de données, viennent de l'interne, c'est-à-dire des salariés. Donc, effectivement, il faut former, il faut sensibiliser, mais peut-être que la solution aussi est dans la mise en place d'une charte informatique. Alors, pour le coup, les chartes informatiques, c'est, je pense, quelque chose qui est bien parce que ça permet d'avoir un corps de règles qui est partagé avec tout le monde. Mais les chartes informatiques, ça existe depuis
je pense, la nuit des temps, et qu'on dit malheureusement les pirates ont tendance à respecter les règles qui ont été créées. Donc je pense que c'est une étape, mais la sensibilisation et la formation et le fait surtout de rappeler régulièrement les messages, etc., de ne pas se dire « Ah, on a fait une formation de sensibilisation il y a 2 ans, c'est OK ». C'est ça vraiment qui est important, c'est de répéter le message, de marteler un petit peu pour que ça devienne, comme le disait Gilles, une culture, un automatisme, un réflexe, etc. Et peut-être effectivement proposer régulièrement de nouveaux process en cas de risque. Et là, effectivement, pour les collectivités qui en ont un, le DPO est peut-être un acteur majeur de cette sensibilisation et des process à mettre en place. Écoutez, je vous remercie en tout cas infiniment Gilles et Thibaut pour cet exposé très clair et très précis. Nous avons beaucoup de retours des personnes qui ont participé aujourd'hui, qui ont trouvé votre intervention extrêmement riche et intéressante. Donc encore un grand merci à tous les deux. Et puis, comme le disait Gilles tout à l'heure, bon appétit à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire, la Gazette des communes. Merci. Bonne journée. Merci. À bientôt. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.